Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire, il est 12h31. Un webinaire sur la stratégie juridique et financière à choisir pour son projet d'ENR de territoire. Ce webinaire est en fait une introduction à un module de formation qui aura lieu le 8 novembre à Paris. Et je vous mettrai les coordonnées pour que vous puissiez vous renseigner sur cette journée de formation. Et donc tout de suite, je laisse la parole à Arnaud, comme la semaine dernière, pour nous présenter les grands points de la stratégie juridique et financière. Merci Julien. Alors, bonjour à tous. Comme d'habitude, sur ce type de webinaire, ça va être assez court. Je vais envoyer un peu de présentation au démarrage sur le sujet. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure par le petit module de conversation qui est sur l'interface de Zoom. Et puis, Julien les prend au fur et à mesure. Et puis, je les traite. Je m'arrête 2-3 fois au cours de ma présentation pour prendre les questions et essayer d'y répondre. Vous-même, vous pouvez avoir des réponses aux questions qui sont posées. N'hésitez pas à partager vos réponses également en chatant. Et puis, vous allez voir, ça va être un peu frustrant. Je vais passer un peu en superficie, enfin au-dessus de pas mal de sujets que j'aurai pas le temps d'approfondir là en 1 heure. Et c'est bien l'objet de la formation, le module 5 de notre offre de formation, que de rentrer plus en détail dedans. Également, l'autre spécificité, c'est que certains d'entre vous s'y connaissent déjà bien en projet citoyen d'énergie, montage juridique, stratégie partenariale, financement, et puis d'autres découvrent. Donc, je prends le temps d'essayer de mettre aussi tout le monde à niveau d'information. Alors, pour la petite histoire, jusqu'à présent, on avait fait un module 5 montage juridique et un module 6 financement. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il valait mieux travailler la question du montage juridique et du financement de concert, parce que c'est lié dans les choix à faire et dans les contraintes qui pèsent sur le projet. C'est intimement lié. Du coup, le module 5 a intégré beaucoup de questions financières pour, on va dire, enrichir la question juridique. Et le module 6, du coup, lui, s'est spécialisé plus sur le financement avec une exploration en profondeur des business plans filière par filière. Et voilà. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail. Il y aura d'autres webinaires consacrés au module 6. Bon, on ne se présente plus. Ce n'est pas l'objet, mais juste pour dire, Énergie partagée, un mouvement large en France sur la réappropriation de la question de l'énergie par les citoyens, entendu les territoires, les habitants, les collectivités et les entreprises. Vous allez voir, on va parler montage juridique. Il faut bien comprendre que derrière la famille d'énergie partagée, de projets citoyens, sont des projets très différents qui se cachent et bon, différents par maints aspects, mais notamment par leur taille et leur dimension. Donc, il faut avoir un peu ces ordres de grandeur en tête. Tantôt, on peut parler de sociétés de projets pour des grands projets de 10 MW d'éolien avec un investissement de 11 millions d'euros. Et puis, il y a d'autres projets plus petits, au démarrage en tout cas, qui vont faire voilà, par exemple des grappes de toiture les unes après les autres. Et petit à petit, ils vont faire de plus en plus de projets, mais au final, ils commencent par des investissements de 300 000 euros. Bah, sur des réalités aussi différentes, en gros de 1 à 100 sur les ordres de grandeur, on va parler là de la même chose, mais on verra qu'il y a des logiques différentes, notamment quand il s'agit de réunir différents investisseurs autour d'une même installation très capitalistique sur un territoire, que quand il s'agit de réunir tout le territoire dans une démarche de long terme qui aura plusieurs installations sur le territoire.
Ça va être deux logiques en termes de montage juridique et financière différentes, même si derrière les deux, il y a une logique citoyenne au sens de notre charte. Pour vous dire aussi que les projets et ce dont on va parler s'appliquent finalement à tout type de projet, où qu'il en soit. On va souvent parler de projets en développement et on va se dire que bah oui, les choix des montages juridiques et de financement, ça se fait en phase de développement, mais ça peut se faire aussi en phase plus tard d'exploitation. Et, et en gros, c'est pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour lancer une dynamique citoyenne, pour se réapproprier une installation d'énergie renouvelable sur son territoire. Et toutes nos réflexions ne concernent pas que la partie développement avant que l'installation n'existe. En fait, derrière des éoliennes comme ça, c'est ce qu'on disait, en gros, 11 millions d'euros d'investissement. Tout n'est pas apporté par le territoire. Les banques aussi participent au financement. On verra ça. Et tout ça, ces éoliennes appartiennent à quelqu'un qui est une personne morale, qui a été créée spécifiquement pour elle, et on rentrera dans le détail après. Maintenant, quand on regarde cette photo, on ne sait pas à qui ces éoliennes appartiennent, on ne sait pas qui aujourd'hui les pilotes, les exploite, les gère, qui en est responsable. Dans les projets citoyens, le but du jeu, c'est que, in fine, ces éoliennes appartiennent à tout ce petit monde réuni. Et tout ce petit monde, ce n'est pas que des habitants, des voisins et des riverains, c'est aussi des représentants de collectivités. Là, ce sont aussi des représentants d'entreprises ou même de services de l'État, même si, je vous le concède, jusqu'à présent, les services de l'État n'investissent pas dans nos projets. Du coup, si on regarde un budget d'investissement d'une installation d'énergie renouvelable, globalement, il faut savoir qu'il y a une partie de capital qui est cette partie à droite de 20, 30, 40%, qui est apportée par les porteurs de projets. Et donc, dans ce qui nous concerne, les porteurs de projets citoyens avec leurs partenaires, éventuellement privés quand il y en a. Et puis, le reste, c'est-à-dire la grande majorité du financement, est apporté par des banques. Ces deux apports financiers ont des logiques complètement différentes. Les banques, globalement, vous verrez, ne rentrent pas dans la gouvernance du projet, puisqu'elles, en fait, elles prennent une garantie sur le projet. Elles disent, si jamais vous gérez mal, moi, je rafle tout. Mais en attendant, ça ne m'intéresse pas de participer à vos décisions. Alors que, et puis en plus, elle exige d'être remboursée la première avec un taux d'intérêt fixé, convenu dès le départ. C'est pas du tout la même logique que ceux qui vont apporter les fonds propres et les quasi-fonds propres en compte courant d'associés ou en obligations convertibles. Tout ça va être considéré comme l'apport personnel des porteurs de projets pour aller lever de l'emprunt auprès des banques. Donc voilà, ces ordres de grandeur sont valables pour tout type de projet. On a bien sûr des projets qui décident de faire sans les banques, mais on va voir que c'est intéressant de profiter de l'offre bancaire pour finalement faire sortir des projets en n'ayant pas à amener 100% du financement, mais seulement 20 à 30%. Voilà, donc ça c'est important de le voir, ça c'est le budget financier. Et il y a une autre chose importante à comprendre dans les montages juridiques et financiers, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le concept de société de projet. En attendant, je fais du coup une petite digression par quelque chose qui est important, c'est que là, je reprends ce schéma de l'association Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Vous retrouvez différents cas de figure en fait de montage financier et de répartition de l'apport du financement pour un projet d'ENR. En vert, c'est tout ce qui va être de la dette, donc sans accès à la gouvernance. Et vous voyez, ça reste toujours une grande partie du projet. Ce qui peut bouger éventuellement, c'est qu'il peut y avoir d'autres prêteurs que les banques. Il peut y avoir, par exemple, des prêteurs via des plateformes de crowdfunding. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie à gauche en violet, mais là qui va s'hybrider de plus en plus de gris et de rouge.
Le gris étant l'apport de capital d'origine publique, une collectivité, et puis le rouge d'origine citoyenne. Alors, voilà, vous comprenez que toute la répartition du pouvoir, donc de la fameuse gouvernance de la société de projet, va se retrouver en grande partie déterminée par la répartition du financement là en capital que les investisseurs vont trouver entre eux. Donc, premier cas de figure, citoyens et collectivités sont absents, on comprend bien. Deuxième cas de figure, ils sont minoritaires. Ils sont rentrés au capital, mais ils sont minoritaires, ce qui, en gros, leur laisse peu de place dans la décision et ne présente pas grand intérêt en termes de gouvernance, sinon d'être un peu mieux informés que s'ils n'étaient pas actionnaires. En revanche, les trois cas suivants sont intéressants. Le premier, citoyens plus collectivités sont actionnaires avec une minorité de blocage. C'est intéressant parce que du coup, c'est une place qui devient significative dans la gouvernance. Aucune décision concernant vraiment l'orientation du projet ne peut être prise sans eux. Et puis, il y a le cas, l'avant-dernier cas, où là, l'alliance citoyen et collectivité, et parfois avec le renfort d'énergie partagée, sont majoritaires dans le capital du projet, aux côtés d'autres investisseurs, par exemple d'un développeur privé. Là, c'est le plus confortable, j'ai envie de dire, c'est un peu la situation que nous préférons, mais qui n'est pas tout le temps possible. Et puis, la dernière, c'est un cas où plutôt les collectivités ont une volonté forte de développement des énergies renouvelables et ont envie de garder une maîtrise des installations, tout en y associant d'autres partenaires, comme là les citoyens, mais ils sont à eux-mêmes majoritaires. Et on le verra, c'est souvent le cas des sociétés d'économie mixte, par exemple. Voilà, alors je ne rentre pas dans le détail de notre historique, mais en fait c'est pour dire que dans la charte énergie partagée, vous allez retrouver 4 points importants que sont l'ancrage local, la gouvernance démocratique, l'exigence écologique et la démarche non spéculative. Et ces 4 points, en fait, ces 4 piliers, on les voit, on les observe et ils sont mis en œuvre directement dans justement cette histoire de financement et de gouvernance. Qui sont les acteurs qui ont financé le projet, à quel moment et dans quelle proportion, et puis comment se sont-ils organisés dans le pouvoir pour prendre leurs décisions. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette gouvernance qui est local, qui représente l'intérêt du territoire, comment se prennent les décisions, quel est le principe de fonctionnement, est-ce que l'apport en capital est décorrélé du pouvoir de décision, l'extrême étant le principe coopératif une personne, une voix. Et puis, du coup, est-ce que tout cela permet des logiques non spéculatives, de garantir sur le long terme des logiques non spéculatives, et est-ce que ça permet de garantir une exemplarité écologique du projet. Voilà, c'est pour ça que nos projets, leur esprit, notre charte sont intimement liés à ces questions de montage juridique et financier. Julien, je sens que tu as envie de m'interrompre, alors je te laisse la parole. Alors, c'est pas moi qui ai envie de t'interrompre, c'est un intervenant qui demande une précision au passage sur les quasi-fonds propres. Est-ce qu'ils donnent accès ou pas à la gouvernance? Non, ils ne donnent pas accès à le compte courant d'associé ne donne pas accès à la gouvernance puisque ce n'est pas un titre de propriété, c'est une convention de prêt entre un actionnaire, donc quelqu'un qui est déjà actionnaire et qui est déjà dans la gouvernance du projet, et la société de projet. Donc ça ne renforce pas la gouvernance. Après, on ne négocie pas des comptes courants d'associés comme on veut avec le reste de la société de projet. Voilà, donc il y a un petit ratio je crois que c'est de 5%, il faudrait vérifier, mais en gros, on ne peut pas, dans une certaine proportion, trop prêter à une société de projet sans être un minimum avoir de place dans l'actionnariat et la gouvernance. Il ne suffit pas de prendre une seule action. Donc il y a un petit ratio comme ça. Et puis sur les obligations convertibles, c'est si elles sont converties que alors
la personne qui était prêteur devient actionnaire dans le projet. Merci. Et quand tu auras fini d'exposer rapidement les SIC, SAS, SM, j'aurai des petites questions à poser à l'auditoire ce coup-ci. D'accord. On va y revenir. Vous allez voir, en fait, SIC et SAS, SM, c'est vraiment de la discipline juridique qui ne permet pas de comprendre les ressorts et les raisons pour lesquelles on fait des choix juridiques. C'est juste des statuts de véhicules juridiques qui vont découler de nos choix, et donc on les voit un peu à la fin, et en formation on rentre plus dans le détail de leur fonctionnement, mais là ça ne sera pas l'objet. Donc je me suis arrêté sur cette diapo parce que souvent on se dit participatif, citoyen, c'est quoi la différence? Voilà, c'est ça la différence, c'est l'accès à la gouvernance, et un accès significatif à la gouvernance. Donc on va parler de projet citoyen quand justement l'apport financier du territoire se traduit par un accès à la gouvernance, alors que le projet participatif, qui est déjà super, mais c'est participatif au sens du financement, c'est où le financement est ouvert à d'autres que les acteurs classiques privés et industriels, notamment via les plateformes. Du coup, j'avance. Je ne vous présente pas énergie partagée, mais non, on va continuer. Alors, du coup, on pourrait se dire pourquoi tout le temps vouloir peser dans la gouvernance? Déjà, n'est-ce pas suffisant de partager le financement et les retombées économiques? Alors, en fait, déjà, vous allez le voir là très vite, et puis on rentre dedans dans la formation, ça permet de maîtriser les décisions stratégiques. Et il y en a pas mal dans un projet. Déjà en phase de développement, il y a beaucoup de décisions à prendre. Entre la conception du projet, son dimensionnement, son intégration dans l'environnement local, il y a pas mal de sujets et de décisions à prendre pour réduire l'impact environnemental des installations. Et puis, rien que le fait de savoir qui on veut associer au projet, dans quelle mesure on veut les associer, qu'est-ce qu'on leur demande, ça c'est important. Et puis, il y a aussi la question de travailler les économies d'énergie. Si j'ai envie de dire, le territoire et les acteurs citoyens ne sont pas dans la gouvernance de manière significative, on peut être sûr que le projet ne travaillera jamais la question des économies d'énergie. Or, c'est bien dommage, et c'est un lien qu'on souhaite faire dans les projets citoyens. En phase d'exploitation, il y a aussi pas mal de choix à faire, que ce soit sur déjà qui va exploiter, sachant que c'est une part importante de la valeur économique des projets, mais aussi pour régler les nuisances. Parfois, il y en a, et il faut prendre des décisions qui impactent parfois un peu le business plan et la rentabilité du projet. Il y a la question des bénéfices. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on remonte tout en dividendes pour les actionnaires? Est-ce qu'on en garde par précaution en réserve au-delà des seuils légaux? Ou est-ce qu'on réinvestit pour des activités qui sont dans l'objet social de la société et qui sont dans l'intérêt du territoire? Et puis, il y a bien sûr la question de savoir qui, sur long terme, peut entrer au capital des projets. Et là, pour nous, c'est un enjeu fort, surtout quand il y a des partenaires privés, de savoir, en gros, qu'on le territoire pourra garder un actionnariat le plus ouvert possible au territoire, et donner la priorité aux actionnaires locaux dès lors qu'il y a des entrées de nouveaux actionnaires possibles. Le dernier point, il est évident, en fait, c'est que quand on devient responsable dans la gouvernance d'un projet d'énergie renouvelable, de fait, les individus montent en compétences, apprennent beaucoup de choses, et il n'y a pas besoin de démonstration pour être sûr que c'est une très bonne condition pour lancer de nouveaux projets de transition énergétique sur les territoires. C'est typiquement dans la question de la réappropriation par les territoires. Alors, là, c'est une liste à l'après-vert. Je vous la mets là-dedans, mais vous allez voir qu'on la travaille beaucoup plus intelligemment en formation. Voilà, typiquement, le type de décision qu'une société de projet doit prendre, et donc ses actionnaires doivent prendre en se concertant. Bon,
transformation de la société, c'est évident, comme toute personne morale. Prendre position sur l'affectation des résultats, modifier les statuts de la société s'il y en a besoin, procéder à l'admission des nouveaux associés, conclure des contrats donc avec des prestataires. C'est souvent un enjeu quand on est avec des partenaires industriels qui souhaitent souvent être à la fois investisseurs et prestataires, exploitants. La rémunération des comptes courants d'associés, par exemple, qui peut prêter et à quel taux au projet. Voilà, savoir à qui on va vendre l'électricité, comment on la valorise, ça peut devenir un sujet de plus en plus important, où là où avant on ne se posait pas trop de questions sur l'obligation d'achat et passage en creux, c'est vraiment en train de changer. Voilà, et puis tout simplement, est-ce que la société de projet peut aller sur d'autres types de projets? Ça, c'est une question importante, où quand on n'est pas dans l'actionnariat, on n'a pas la voix au chapitre. Voilà, raison 1, maîtriser les décisions importantes. Raison 2, c'est évidemment pour maximiser les retombées économiques, parce qu'en fait, quand on est prêteur, et notamment via les plateformes de crowdfunding, on participe au financement d'une part relativement restreinte de la valeur du projet. Quand on est actionnaire, on a non seulement, finalement, c'est quoi une action? C'est un type de propriété qui donne accès au pouvoir de décision et qui donne accès, le droit, à percevoir les dividendes et les bénéfices de la société. Et là, il y a une valeur importante à capter pour les territoires. Et je ne rentre pas dans le détail du projet, par exemple, là, de Bégane, mais sur un projet de 12 mégawatts, juste la partie sur l'ensemble de la valeur du projet, estimée à autour de 15 millions d'euros, la partie rémunération de l'épargne sous forme de dividendes pour les investisseurs locaux, si le projet atteint bien les performances qui ont été prévues et calculées initialement, c'est de l'ordre de 8 millions d'euros, cette rémunération de l'épargne, sur une valeur de 15 millions d'euros du projet. Donc on voit bien que là, sans même plus parler de gouvernance, mais en termes de maximiser les retombées économiques pour le territoire, c'est un enjeu très fort. Voilà, et puis pour les projets citoyens, globalement, être dans la gouvernance et la maîtriser, c'est se garantir que le projet serve le territoire, serve une dynamique de long terme pour la transition énergétique. C'est j'ai envie de dire, l'essence même de nos projets. Alors voilà, le dilemme dans les projets sur le financement et le montage juridique, c'est celui-là. En même temps, on souhaite et on associe du monde, mais en même temps, il faut être réaliste. On associe le monde aussi parce qu'on a des besoins financiers ou des besoins de compétences. Et dans quel but? Pour réaliser des projets. Et donc, le financement et le montage juridique, ça va être le résultat de cet équilibre entre qui on veut associer et quand, et puis le projet, de quoi on a besoin pour le faire sortir. Alors, si j'ai envie un peu de résumer ce premier temps-là de ce que je viens de dire, j'emprunte ce schéma qui a été fait initialement en Rhône-Alpes par Auvergne Énergie Rhône-Alpes Environnement, et puis qui a été amélioré par le réseau Éclair en Occitanie, le réseau d'énergie citoyenne en Occitanie. Vous voyez, en fait, de gauche à droite, la lecture, déjà en haut, c'est une participation des acteurs locaux, soit c'est que au financement, soit c'est au financement et à la gouvernance, donc via la notion de capital. Je ne vais plus reparler de la notion de dette et de participation en dette, mais un peu plus de la participation en capital. On va voir qu'il y a plusieurs manières de participer au capital, et notamment il y a une manière directe où les gens, les collectivités, les habitants deviennent actionnaires en direct dans la société de projet. Et puis, il y a une manière indirecte, c'est-à-dire qu'ils sont investisseurs d'abord dans une première structure qui, elle-même, sera actionnaire de la société de projet et les représentera. C'était le cas, par exemple, quand vous investissez dans l'énergie partagée.
qui lui-même va investir dans les projets citoyens et vous représente à la gouvernance de ces projets. C'est le cas des clubs d'investisseurs ou c'est le cas des sociétés locales qui sont créées localement, des outils d'investissement locaux qui sont créés pour investir dans différents projets. On y reviendra. Pourquoi il y a cette logique d'intermédiation, comme on peut le dire. Alors, vous avez compris que tout ça prend du sens dans un concept qui est un petit peu, qui est assez juridique, mais lié au financement. C'est la société de projet, ou on l'appelle aussi la SPV, pour Special Purpose Vehicle, donc un véhicule juridique créé spécifiquement pour un but précis. En l'occurrence, réaliser une installation d'énergie renouvelable. Et c'est cette personne morale qui est créée pour chaque installation sur chaque territoire et qui réunit tous les différents interlocuteurs. C'est-à-dire, en gros, la société de projet, elle est composée de son actionnariat, en vert, les investisseurs. Et puis, c'est la société de projet, ce n'est pas les investisseurs, c'est la société de projet qui va contractualiser avec tout le petit écosystème dont il y a besoin pour faire un projet, les autorités administratives, les constructeurs, les opérateurs, Enedis, et puis les banques, les assurances, etc. Voilà. Et donc, c'est cette société de projet qui peut avoir différentes formes juridiques, notamment que vous connaissez, j'imagine plutôt bien tous maintenant, SAS, SIC SAS ou SEM, pour les plus répandus et les plus connus. Je peux m'arrêter là. Ouais, je peux m'arrêter là. Oui, bah là, c'est l'occasion justement de poser une première petite question à nos participants. Est-ce qu'ils ont l'intention de monter à court ou moyen terme une société de projet? Et justement, quel type de société ils souhaitent monter? Donc, vous avez quelques instants pour voter, si vous voulez le faire. Okay, on a une 21 participants ici et on en a 3 sur Facebook qui nous suivent en live. Je regarde si tout le monde a voté. Pas encore. On va laisser encore. C'est pour ceux qui sont dans des projets et qui sont en phase de développement et à terme, là, va se poser pour eux la création d'une société de projet. Exactement. Donc là, en tout cas, sur ceux qui votent, on a à peu près la moitié on a passé la moitié de personnes donc, qui assistent et qui ont voté. Et donc, on a plutôt des gens qui vont faire plutôt des sociétés de projet à court ou moyen terme. Et ils vont se lancer plutôt dans une SAS a priori. Donc là, je vais mettre fin au vote puisque je pense qu'on y a passé le temps qu'il fallait. Voilà, tu sais un peu mieux à qui tu as affaire, Arnaud. Alors, est-ce que tu peux me redire le résultat? Oui, je le partage là. Hop, voilà le résultat. Donc, on a sur ceux qui ont voté donc 11 personnes, 7 qui comptent monter une société de projet à court ou moyen terme. Mmh. Et sur ces personnes, c'est plutôt le modèle SAS qui est privilégié. Okay. Sur la SIC et la SEM. Bon, sur la SEM, on comprend aisément pourquoi. Voilà. Mais la SIC aussi, en fait, on va voir qu'il ne faut pas mettre en concurrence les véhicules juridiques et qui viennent juste répondre à des besoins pour les investisseurs différents. Absolument. Je vais rentrer un peu dans le détail. Alors, je m'arrête un peu sur le concept de société de projet parce que finalement, on l'a appliqué à des démarches type SIC. Alors qu'en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que pour porter et réaliser un projet d'énergie renouvelable, il faut une société de projet. Il faut créer une personne morale. Maintenant, il y a quand même 2 optiques assez différentes dans cette réalisation et le financement de projet. C'est ça sur lequel, en formation, on reste longtemps pour comprendre la différence. La société de projet, en fait, c'est un concept financier. Et c'est là où le droit rejoint le financement. C'est en fait pour des actifs, déjà on commence à parler finance, pour des installations
d'un certain poids en termes de capital, qui vont coûter cher à investir, il faut aller du coup lever pas mal de sous auprès d'une banque. Le concept de SPV permet aux porteurs de projets de ne pas porter le financement sur leurs actifs qu'ils ont déjà eux-mêmes, en disant à la banque, vous voyez, comme je suis costaud, vous pouvez me prêter, mais plutôt, ils vont voir la banque en disant, vous voyez, j'ai un beau projet qui va durer 15 ans avec du tarif d'achat, il y aura même une durée de vie de 30 ans, il est bien intégré, il est là, il y aura du vent, il y aura ou du soleil, ça va bien tourner, ça va bien rapporter, et du coup, vous pouvez bien me prêter de l'argent, en regardant la performance de ce projet. Si jamais je ne remplis pas mes obligations, vous raflez la mise et sur le marché des énergies renouvelables, vous pourrez revendre l'installation si vous le souhaitez. Mais en attendant, je vais pouvoir vous rembourser parce que regardez, c'est du solide, c'est un beau projet d'énergie renouvelable. Et ça, du coup, ça permet à des porteurs de projets de développer de plus en plus de projets sans faire peser cet endettement sur leurs comptes à eux, sur les comptes on va dire, de la maison mère. Donc, on a l'impression là, quand on dit ça, qu'on parle de grands groupes multinationaux, mais en fait, ça concerne aussi des SIC de territoire qui peuvent se déployer, des SIC SAS citoyennes, si à un moment elles portent un plus gros projet qu'elles n'ont donc plus gros que ce dont elles ont l'habitude, avec un gros effort financier, un besoin d'investisseurs et un besoin de prêts, ça va être intéressant pour elles, alors même qu'elles ont déjà une société de projet, leur SIC, de créer une société dédiée à l'investissement, par exemple, dans ces éoliennes qu'elles projettent de faire. Pour ces questions d'emprunt, mais aussi pour ces questions de trouver d'autres investisseurs à ses côtés. Parce que du coup, ce que ça permet, quand on crée une société de projet comme ça permet d'avoir un tour de table. Et du coup, ça permet aux porteurs de projets de ne pas être seuls à financer, mais d'aller chercher d'autres investisseurs qui sont, on va dire, rassurés de participer à ça parce que, OK, ils viennent investir dans un projet, ils ne viennent pas investir dans l'ensemble du portefeuille divers et variés du porteur de projet. Donc, voilà, ça permet, on va dire, de bien isoler le risque juridique et financier pour la banque, pour les co-investisseurs, pour tout le monde. Donc, c'est souvent pour ça qu'une société dédiée, qu'on appelle une SPV, est créée, et c'est souvent une SAS, pour porter le financement et la responsabilité juridique et l'exploitation d'une installation, une grosse installation d'énergie renouvelable. Voilà, et du coup, ce petit monde se met dans la société de projet, définit des règles de statut et dans un pacte d'actionnaires vraiment ad hoc à leurs attentes et leurs contraintes. Voilà. Donc, ça a plein d'avantages, ça a d'autres inconvénients, c'est que du coup, ça a beaucoup de juridique derrière, justement, pour prévoir les différents cas qui vont se présenter en phase d'exploitation où les investisseurs seront peut-être pas d'accord, ou voudront sortir, ou voudront. Voilà. Donc là, c'est beaucoup de droit et de juridique. Du coup, voilà ce que ça permet, notamment. Alors, pas forcément, mais il faut voir que dans une société de projet, soit on va pouvoir faire rentrer tout le monde, si on a envie. C'est le cas, par exemple, sur certains projets d'éolien breton, où voilà, il y a même, comme il y a 1000 actionnaires citoyens dans la société de projet, bon, il y a une petite intermédiation par les clubs d'investisseurs, mais ça fait déjà une centaine de personnes aux assemblées générales. Et puis, il y a d'autres projets. Ici, je crois que c'est la citoyenne, où là, bon, tous les investisseurs dans la société de projet sont des représentants de citoyens. Énergie partagée, Cergy, la communauté de communes, voilà. Et puis, il y a le développeur. Et donc là, pour signer les papiers, prendre les décisions de la société de projet, ils sont 5. En fait, derrière, il y a beaucoup plus de monde qui sont là et qui sont chacun dans leur projet respectif. Je ne rentre pas plus dans l'intermédiation, mais en formation, on creuse ça parce que du coup,
c'est assez déterminant. Ce que je voulais vous dire, dernier élément, c'est du coup, on voit qu'il y a différents véhicules qui peuvent se positionner globalement. Quand on veut les comparer, on va regarder est-ce qu'ils donnent accès à la gouvernance. En matière de rentabilité, quelles sont les espérances de rentabilité pour les investisseurs? Quel est le risque qui est lié aussi, du coup, à investir dans tel ou tel véhicule juridique? Ça, c'est du point de vue de l'investisseur qui investit dans le véhicule. Enfin, voilà. Et du point de vue du porteur de projet, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ce qui lève comme argent, est-ce que ça a un effet levier important? C'est-à-dire, est-ce que ça lui permet de réaliser vraiment son projet ou pas? On voit que selon les véhicules et selon selon les véhicules juridiques, le participatif n'a pas le même effet levier. Est-ce que ça permet un ancrage local du projet? Et puis, bon, ça c'est anecdotique, enfin, c'est important, mais est-ce que ça donne accès au bonus participatif? Et du coup, comme ça, on peut comparer les différents véhicules. Je ne rentre pas dedans, vous voyez, mais en gros, on peut comparer ce qui est de la dette, de ce qui est d'investir dans l'énergie partagée, de ce qui est d'investir pour une collectivité dans une SEM, Société d'économie mixte, ou de ce qui est d'investir dans des clubs d'investisseurs, directement dans la SPV, ou via un outil d'investissement local. Et là, on peut commencer à y réfléchir. Donc ça fait un petit temps de la formation important pour entrer dedans. Voilà. Et dans la formation, on rentre plus en profondeur sur avantages, inconvénients en termes juridiques et administratifs de tel ou tel véhicule. Mais bon, on voit que le choix du véhicule, ça va surtout être cette logique financement de projet ou financement corporate, comme on dit. Et ce qu'on observe très souvent, globalement, la tendance, c'est que dès qu'on est dans une logique financement de projet, avec une SPV, c'est une ESS qui est choisie. Ça va être un projet, une installation qui est concernée. Dès qu'on va être dans une logique de plusieurs projets sur le territoire, donc vraiment une logique au sein même de la même personne morale, on va développer plusieurs installations sur le territoire, on va être soit en SAS, soit en SIC SAS, soit en SEM. La SIC SAS, elle aura cet avantage d'être cet outil avec une identité forte, coopérative, des contraintes sur la remontée de dividendes. Donc ça, c'est une chose importante à prendre en compte, mais un fonctionnement coopératif qui peut être très adapté à un territoire qui s'est vraiment mis autour de la table pour dire « Allez, on y va, on va développer sur le long terme les énergies renouvelables sur notre territoire ». Et puis les SEM, c'est vraiment, comme je vous le disais, avec des collectivités qui ont envie de maîtriser leur investissement et qui ont envie de réaliser plusieurs projets. Et puis après, rien ne n'empêche une SEM ou une SIC de participer elle-même, d'être investisseur elle-même dans une société de projet créée spécialement pour un grand projet sur leur territoire. Voilà, bon, je ne rentre pas plus dans le détail. Pour vous dire enfin que tout ça est bien aride comme matière. Je vous assure qu'en formation, que ce soit pour l'animer ou pour suivre les formations, il faut s'accrocher. Donc, on a décidé, comme pour d'autres modules de nos formations, de transférer 90% de nos diaporamas sur un jeu, un support ludique qui permet beaucoup de choses pour les participants, mais notamment d'apprendre de manière différente sans être spectateur d'un diaporama PowerPoint. Et donc là, on a mis en place un jeu de rôle pour faire vivre aux participants des situations en exploitation de projets, donc où ils sont actionnaires et représentent un actionnaire dans une société de projet. Des événements arrivent et ils doivent se mettre d'accord ensemble pour y répondre, sachant que tout le monde a des intérêts relativement différents. Et donc, voilà, ils expérimentent comment ils discutent et ils prennent des décisions en s'appuyant sur les statuts et le pacte d'actionnaires pour faire face
aux événements qui leur arrivent et pour continuer on va dire, maximiser leur jauge de rentabilité, leur jauge, on résume, charte énergie partagée, leur jauge citoyenne, et pour minimiser leur risque, car du risque, il y en a tout au long de la vie du projet. Voilà, donc on travaille avec des fiches personnages où chaque joueur est amené à incarner des personnages. Donc là, par exemple, c'est la collectivité. Et puis, des événements arrivent au fur et à mesure. Là, par exemple, votre partenaire développeur est en faillite ou il a subi un changement de direction dans son centre et sa maison mère. Et il change de position, il veut sortir de la société de projet. Comment on fait? Donc là, voilà, on anime ça, on met en discussion ça et on explique comment statut et pacte d'actionnaires peuvent, on va dire, donner les bonnes règles pour que quand ça arrive, ce genre de choses, ça soit pas compliqué de prendre les décisions. Voilà, je m'arrête là et puis je prends des questions s'il y en a. Alors, merci Arnaud pour cette présentation et pour la présentation du jeu. Je pense que effectivement, moi, pour avoir assisté à quelques modules de formation énergie partagée récemment, depuis que les jeux ludiques sont mis en place, c'est vrai que ça change un peu radicalement la donne d'une formation, hein, puisque la formation elle est plus descendante, mais très horizontale et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de convivialité et en même temps, je pense, de bien meilleurs résultats en termes de mise en action ensuite des choses qu'on a apprises, hein, puisque c'est des formats quand même courts, hein, d'une journée. Donc, pour comprendre tout ça, c'est parfois compliqué. Donc, j'ai là Léo qui vient de poser une question. Pour une collectivité publique qui souhaite développer les ENR sur son territoire, la SEM est-elle le meilleur outil? Non, c'est pas le meilleur outil. C'est pas. Si elle a envie d'être seule maître à bord, c'est le meilleur outil. Et dès lors que soit c'est pas son projet, soit elle n'en a pas les moyens d'être seule à bord pour développer ses projets, alors va falloir qu'elle trouve des partenaires, des co-investisseurs. Et là, du coup, ça ouvre la possibilité des autres outils, notamment SAS ou SIC SAS. Voilà. Après, il faut voir que la SEM, c'est aussi un montage voilà, différent, c'est d'autres règles. C'est très sécurisant pour les collectivités parce que ça a été très... ça a été... Ok. Excusez-moi, grève de cantine. C'est très sécurisant par rapport à la SAS où vous savez que maintenant, aujourd'hui, les collectivités ont la possibilité d'investir légalement dans les sociétés de projets de type SAS, là où c'était impossible avant. Quand ces sociétés elles sont dédiées à produire de l'énergie renouvelable sur leur territoire d'approvisionnement. Mais c'est encore, on va dire, en rodage. Et on travaille beaucoup à faire du retour d'expérience, à voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Il y a une forme de prise de risque pour les services juridiques des collectivités de se lancer dans ces aventures. Là où, côté SEM, c'est un statut qui a été largement cadré, parfois trop. Voilà. Puis il y a un autre inconvénient dans la SEM, c'est que c'est une augmentation de capital par palier. Voilà, il y a des ouvertures de capital et puis qui n'ont qu'un temps. Et puis, il faut respecter du coup les proportions à l'intérieur pour garder les proportions nécessaires à la maîtrise des collectivités. Et donc ça fait qu'en termes d'augmentation de capital, c'est un peu le casse-tête. Le tour de table ne se fait pas aussi fluidement qu'une SAS à capital variable. Voilà, mais voilà, des avantages et des inconvénients, on peut en trouver plein. C'est juste pour dire, non, ce n'est pas le meilleur outil qui existe pour une collectivité. Ça va dépendre de pas mal de choses. Alors, juste que tu étais en train de parler justement des SIG, des SEM. On a une question. Connaissez-vous des exemples de transformation de SEM en SIC?
Non, et je suis pas sûr que ce soit tout à fait possible. Mais non. D'accord. Je vais poser une petite série de questions encore et après je reviendrai au jeu et sur les jeux ludiques. Ouais, j'avais une question sur les jeux ludiques, mais là je reste dans les questions sur le sujet. Quel est le rapport entre risque et participation à une société de projet? En fait, ce qu'on va se dire, c'est que quand on participe à une société de projet, soit on participe en dette et on est prêteur. Un prêteur, quand on est une banque, il prend une garantie. Quand on passe par une plateforme de crowdfunding, on n'a pas de garantie sur le projet, mais on peut avoir quelques conditions prioritaires sur le remboursement. Notamment, on est remboursé avant les actionnaires. Donc, en ce sens, on peut dire qu'on prend moins de risques et qu'on est un petit peu moins exposé. Quand on investit et qu'on prend des actions ou des parts sociales et qu'on rentre du coup dans la communauté des associés, là, on est ce qu'on appelle donc investisseur. Investisseur, c'est pas juste j'ai prêté de l'argent, c'est je l'ai investi et dans cette aventure, je compte prendre ma part dans les décisions et je compte prendre ma part à terme quand il y aura des bénéfices, au même titre que tous les autres associés. Et puis, si le projet y capote, au même titre que tous les associés, j'accepte de perdre partiellement ou totalement ce que j'y ai investi. Donc, j'ai envie de dire, à la question est-ce que c'est risqué d'investir dans une société de projet, tout dépend du projet, d'une part, et puis d'autre part, tout dépend de votre exposition à ce risque, entre investir 100 euros et prendre une part sociale ou y mettre 15 000 euros parce qu'on y croit vraiment et qu'on en a les moyens. Ce n'est pas la même exposition financière. Et puis, ça restera de toute façon plus risqué d'investir dans une seule société de projet que d'investir dans une société qui a plusieurs installations et qui, du coup, a diversifié son risque et ses rentabilités. C'est typiquement le cas d'énergie partagée qui offre aux épargnants investisseurs la possibilité d'investir non pas dans un seul projet, mais d'investir dans tout le portefeuille d'énergie partagée, aujourd'hui une quarantaine de projets. Et là, en termes de risque, c'est ce qu'on peut dire que c'est dilué, c'est mutualisé, c'est moins risqué que d'investir directement dans une seule société de projet. Voilà. Après, comme n'importe quel investisseur, il y a un calcul qui doit se faire entre mon espérance de gain, de rentabilité, ou financier ou non financier. Hein, ça peut être juste le plaisir de voir le projet sortir sur son territoire. Et puis le risque. Et ça, il faut être en capacité de bien connaître le risque. Et c'est là où les projets citoyens font œuvre de beaucoup de pédagogie pour, quand ils invitent les gens à investir dans le projet, il faut être très transparent et très pédagogue sur les différents risques qui peuvent survenir. Et ces risques vont beaucoup varier selon l'étape de vie du projet, mais c'est encore une autre histoire. Alors là, j'ai des questions qui finalement fusent. Alors j'en ai une que je garde de côté sur les jeux ludiques. On verra si on a le temps de la traiter, sur l'activité de énergie partagée en termes de co-développement, etc. C'est un peu à côté du coup. Je les garde sous le coude. Mais j'ai une question là sur la possibilité pour une collectivité de participer à une SPV, donc une société de projet, même si celle-ci est créée par un développeur. Est-ce qu'il y a des négociations possibles? Bah oui. Ouais. Après, le mieux, c'est d'être en négociation avant que la société de projet se crée. Si la société de projet est créée, c'est tout à fait possible. Là, on rentre dans de la négociation et non pas de marchand de tapis, bien qu'il y en a toujours de ça dans une négociation, mais surtout de quelle place pour la collectivité, quelle place elle veut prendre, quelle place le développeur veut lui laisser, quelle place il a intérêt à lui laisser pour que le projet se réalise. Voilà, combien ça coûte, est-ce que c'est possible, quelles compétences la collectivité peut apporter. Voilà, il y a beaucoup de discussions possibles. Après, ce qui est sûr, c'est qu'une société de projet créée déjà par un développeur sous forme de SAS, si la collectivité elle veut rentrer dedans pour être majoritaire, ça va être
plus compliqué parce que dès lors que la collectivité devient majoritaire dans la société de projet, on change beaucoup les règles du jeu et ça va ressembler de plus en plus à une SEM. Après, sur ce sujet, je ramène aussi David à la formation, et il était au webinaire sur le co-développement. Et donc, il sait qu'il y a cette formation sur le co-développement, justement, parce que c'est quand même aussi une question qui est traitée dans ce module. Une autre question de Léo, ou Léo, je ne sais pas. Pour les collectivités publiques qui souhaitent développer des ENR sur son territoire, n'est-ce pas un peu lourd de monter une SAS pour chaque projet? Est-ce que ça limite pas la vision d'ensemble du territoire? Voilà. Oui, vous avez raison. On ne va pas monter une SAS pour chaque toiture installée. Monter une SAS dédiée, donc dans une logique SPV, il faut être dans une logique d'un besoin de capital fort, de co-investisseurs forts. Il faut qu'il y a dans le tour de table, il faut faire venir un développeur, énergie partagée, une SEM, parce qu'il y a besoin de beaucoup de capital pour aller voir une banque, il y a besoin de beaucoup de compétences. Donc il y a un tour de table ad hoc à faire pour un projet. Mais si avant, c'est plein de petits projets au sens capitalistique du terme, et du coup des projets moins compliqués, ça peut être tout à fait porté par une même structure, une SIC SAS qui au fur et à mesure, agrandit son portefeuille. Voilà. Et le jour où elle a un gros projet, où là, elle est un peu en limite de compétences et limite de capacité financière, eh ben, elle va trouver d'autres partenaires et ensemble, ils créent une société dédiée. Et ça n'empêche pas d'avoir une vision pour les acteurs territoriaux de long terme pour le développement des ENR. Ce qu'il faut bien voir, c'est après la question, c'est où va se passer l'animation locale, c'est-à-dire où on va animer la dynamique avec les citoyens, les habitants, la collectivité. Est-ce que voilà. Ok, merci Arnaud. Je reviens du coup, comme je n'ai pas d'autres questions qui sont directement liées au sujet, sur la diapo là, qui est encore sous nos yeux, qui est donc une reproduction d'un élément du jeu. Et Adrien demande si ces jeux sont utilisés au départ de la formation d'un groupe citoyen, à la fois pour sensibiliser, convaincre et commencer à construire le projet. Il faudrait que tu recontextualises l'utilisation de ce jeu en fait. Alors, ce n'est pas un jeu pour choisir son véhicule juridique, c'est un jeu pour faire vivre et faire découvrir les statuts et ce qu'il y a dedans, les pactes d'actionnaires et ce qu'il y a dedans, l'importance de certaines clauses, et pour expérimenter qu'est-ce que c'est en fait d'être actionnaire pendant 20 ans d'une société de projet avec d'autres. Voilà. Et derrière, on va dire, le résultat pour les participants, c'est d'avoir compris l'importance du cadrage juridique que permettent les statuts et les pactes d'actionnaires et le choix du véhicule pour cadrer les futures décisions qui devront être prises, sachant que tout le monde a un intérêt, c'est que le projet se réalise et se passe bien. Mais dès que ça se passe moins bien pour X raisons, alors il y a des décisions à prendre. Les acteurs ont des intérêts différents en jeu. Et il faut bien voir que si ce n'est pas, on va dire, prévu, légiféré, c'est un rapport de force du plus fort et c'est toujours dommageable. Voilà. Donc on rentre finement dans les différentes clauses que constituent statut et pacte d'actionnaire. En gros, ça permet pas mal à des groupes qui sont dans cette phase d'écriture de mieux comprendre ce qu'ils vont écrire et ce qu'ils vont mettre dans leur statut et leur pacte d'actionnaire. Donc, ça ne sert pas à choisir son véhicule juridique et donc on l'utilise essentiellement en formation sur le module 5 dont ce webinaire est l'objet. Merci Arnaud. J'ai une question d'un groupe citoyen là, du côté de Rouen qui s'appelle les Vagabonds de l'énergie et qui interviennent par l'intermédiaire de notre live sur Facebook et qui demande si les collectivités elles sont plus timides à s'engager vers une SAS
ou vers une SIC SAS? Est-ce que le fait d'avoir certains types de véhicules va conditionner finalement la facilité de s'associer avec les collectivités? Vous savez, il y a autant de collectivités qu'il y a d'équipes élues il y a une vraie diversité, donc ça va être difficile de faire une généralité sur qu'est-ce que les collectivités préfèrent. Ça va dépendre de son appétit au risque, de sa politique énergétique, de la compétence qu'il y a en interne, de son sentiment de pouvoir s'appuyer ou pas sur des acteurs locaux et de partager avec eux la gouvernance. Voilà, il va y avoir. Donc non, il n'y a pas un véhicule particulier qu'elle préférait. Ça serait difficile à dire. Ok, merci beaucoup. Une autre question, pareil, qui était sur aussi le sujet du co-développement. Hein. C'est pour ça que j'ai mis aussi le lien sur la formation qui aura lieu le 9 novembre, donc le lendemain de cette formation sur la structuration juridique. Est-ce que Énergie Partagée fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la consultation de développeurs et sur la rédaction de statut de la SPV, de la société de projet? Alors, globalement, Énergie Partagée, dans notre réseau, en adhérant à votre réseau régional, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors c'est ça, mais c'est pas actualisé. Maintenant, il y en a en Bourgogne-Franche-Comté, en région Grand Est. Il manque encore Hauts-de-France et Normandie. Déjà, là, en rentrant dans ce réseau et en adhérant à Énergie Partagée, vous avez accès à une bonne base de données, de documents. Excusez-moi, je reviens. Qui vous permettent de voir des exemples de statuts qui ressemblent à vos projets et desquels vous pouvez vous inspirer. Pareil, par exemple, sur les cahiers des charges de mise en concurrence de développeurs pour trouver un partenaire développeur. Après, nous, notre conseil va s'arrêter là. Donc, il est essentiellement fourni par les animateurs régionaux qui sont subventionnés pour cela. Voilà, on ne va pas rentrer dans des prestations d'AMO, rarement. Enfin, des adhérents chez nous peuvent le faire, mais nous, Énergie Partagée, on ne le fera pas. En revanche, ce que nous commençons à faire de plus en plus avec l'ensemble de nos outils, notamment l'outil d'investissement, le nouvel outil qui vient d'être créé avec la Caisse des dépôts et des consignations Énercité, et puis différents partenaires, on commence à candidater aux mises en concurrence qui sont faites par les collectivités quand elles souhaitent trouver un développeur qui est capable d'associer de manière ambitieuse le territoire et la collectivité au financement et à la gouvernance de leur projet. Eh bien, on commence à leur proposer une offre. Et donc, c'est le cas sur différents projets aujourd'hui et qui font l'objet de larges retours d'expérience dans ce module dont tu parlais, le module 4, sur le co-développement. Ok, merci Arnaud. Il est 13h31, il est l'heure de clore ce webinaire, de te remercier encore une fois pour ce temps passé à le préparer et à l'animer. Et de remercier tous les spectateurs, hein, qu'ils soient sur Facebook ou en direct sur notre chaîne. Et puis, vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura pour thème justement l'outil Énercité pour justement financer le développement et la phase de développement des projets d'ENR citoyens. À très bientôt et merci. Salut Arnaud. Bonjour tout le monde, à bientôt.